Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans le 8e épisode du podcast Au-delà des entraînements. J'ai ma bouteille d'eau, je suis prêt après une séance push à répondre du coup aux questions et on va pas tarder à commencer. Merci encore à tous pour les derniers retours qu'il y a eu. Le podcast fait de plus en plus de vues, donc ça c'est vraiment cool aussi d'avoir des retours, de choses à améliorer, de choses à modifier. Tout ce qui est bien sûr pour me soutenir, c'est sur Spotify les 5 étoiles. 5 étoiles aident bien sûr à référencer un peu mieux le podcast et le faire découvrir, on va dire aussi un peu plus. Je le dis toujours, mais tu as aussi la possibilité maintenant de mettre des commentaires sur Spotify ou à la fin du coup me dire ce que tu en as pensé. En plus de ça, tu as bien sûr YouTube. YouTube, c'est la plateforme où en fait tu me vois aussi en vidéo du coup sur Spotify normalement parce que je le décharge en MP4 sur Spotify pour que tu puisses me voir aussi en vidéo. Mais YouTube, ça reste la plateforme aussi où je le mets. Bien sûr, il y a le podcast et sur YouTube, tu connais bien pour aider le podcast, c'est principalement le pouce bleu. T'abonner si jamais tu écoutes le podcast et que t'es pas abonné parce que ça aide quand même bien sûr à l'abonnement, à faire grandir la chaîne et également les commentaires. Les commentaires, c'est toujours cool et ça permet d'être, si c'est constructif en plus et que ça permet d'aller plus loin, d'améliorer tout ça ou même pour poser des questions, c'est toujours une bonne chose. Donc tu as Spotify, tu as YouTube, selon où tu es. Merci encore à toi pour ton écoute. Et c'est parti. Pour la première question. Alors, salut Flo. Alors, salut à toi et merci pour la question. Le volume alimentaire élevé en sèche risque-t-il d'avoir des mauvaises répercussions au niveau de l'appétit pour une prise de masse par la suite? Donc, c'est vrai que quand on est en sèche, que la faim devient de plus en plus hard, on a envie de mettre de plus en plus de volume. Donc du volume avec souvent des choses qui ne sont pas trop caloriques, comme par exemple des légumes. Moi, je suis pas forcément trop pour ça. Je suis pas forcément sur l'extra volume parce que justement, au-delà de réguler bien la faim potentiellement et t'aider à tenir aussi, ça va te faire aussi gonfler la sangle, te faire aussi gonfler le ventre, avoir des sensations de ballonnement et pas forcément te sentir bien. Et ça, c'est pas forcément une bonne chose pour ta digestion. Et c'est ça qui est aussi très important et qui reste important et pour l'assimilation et tout en général dans une sèche, c'est bien sûr la digestion. Donc, je vais répondre à, on va dire, la question, mais aussi je vais donner des pistes de réflexion. Lors d'une sèche qui serait intéressant, qu'elle soit poussée ou non, une sèche te donnera faim normalement, puisque tu vas chercher à faire descendre ton body fat, donc perdre du poids. Donc c'est quasiment certain. Maintenant, ce qui est plus intéressant à faire lors d'une sèche, plutôt qu'à tout prix avoir le maximum de volume et vraiment et t'exploser complètement le ventre, c'est plutôt viser à avoir plusieurs repas. Même s'ils sont petits, plusieurs repas. Tu vois, les séparer en 5 repas, 6 repas si tu peux dans la journée, pour en fait manger assez souvent. De 1, ce sera mieux pour l'assimilation parce que souvent tu as des protéines qui sont assez hautes et des glucides assez bas, donc tu vas devoir chercher un maximum de glucides de protéines de type animal. Donc plutôt que d'avoir 3 repas et imaginons 200 grammes de prot et avoir genre un repas à 100, un repas à 50 et un autre repas à 70, je n'en sais rien, ou des gros repas. Ce sera beaucoup plus intéressant de partir du principe que tu as 200 grammes de prot, tu as 5 repas, tu divises ça par à peu près 5. Tu vois, c'est beaucoup mieux, ça te permettra de beaucoup mieux assimiler, ça te permettra de beaucoup mieux digérer et bien sûr, ça réduira le volume en soi dans ton repas, mais ça te permettra d'en avoir assez. Donc, si jamais tu as un énorme volume pendant la sèche, alors en soi, ça n'aura pas forcément de répercussions sur la prise de masse parce que tu verras que lors de la phase de masse, quand tu repartiras en masse, la faim sera présente et tu seras capable d'emmagasiner énormément de calories avant de vraiment avoir faim, selon la sèche que tu as fait et selon comment tu es reparti en phase de masse. Donc ça n'aura pas forcément de problème sur l'appétit, ça aura peut-être plus de problèmes sur la digestion justement. Parce qu'après, plus tu manges, plus ça te fait des choses à digérer, plus c'est long, plus ça fatigue aussi, et et plus c'est stressant aussi pour le corps au final. Donc ça peut être rétention d'eau, ballonnement, ventre tout le temps gonflé, et c'est pas forcément ce qu'on cherche en sèche, puisqu'on cherche au-delà de perdre du poids, aussi avoir une sangle qui est assez dégagée, tu vois. Donc c'est ça qui serait intéressant, avoir plusieurs repas, et surtout pas viser le fameux énorme repas le soir avant d'aller au lit. Si tu t'entraînes le matin, c'est comme ça, tu auras beaucoup plus de calories le matin que le soir. Si tu t'entraînes le soir, tu auras plus de calories le soir et moins le matin ou dans la journée. Mais le but, c'est toujours de viser la performance et la récupération. Donc si tu t'exploses le ventre, la récupération ne sera pas top, bien sûr, d'un point de vue digestion, comme j'ai pu dire, d'un point de vue ventre qui explose, quoi, en gros. Donc, un volume alimentaire, c'est bien, mais vise un volume alimentaire qui est cohérent aussi. C'est sûr que moins tu auras de calories, plus vite ton quota de fibres il sera atteint au final, tu vois. On reste quand même sur 10 à 15 grammes de fibres pour 1000 calories. Donc, tu imagines bien que si tu en as... si tu as 2000 calories par exemple pour une sèche, ça va réduire les fibres. Donc si tu commences à avoir
directement 500 grammes de légumes, tu vas exploser tes fibres, sachant que potentiellement, tu as aussi du riz, de l'avoine. Donc, c'est pour ça que rester toujours sur un même quota de légumes en prise de masse comme en sèche, pas viser à exploser les calories avec les légumes, pas essayer de contrer la faim. La faim fait partie du processus, la faim fait partie d'une sèche. C'est normal au final d'avoir faim et c'est même un très bon indicateur. Au bout d'un moment, soit tu t'y habitues, soit tu t'y raisonnes dans ta tête, soit tu n'es pas prêt à faire une sèche et mentalement tu ne perdras pas du poids aussi facilement. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, à certains moments, si vraiment tu as faim, jouer un peu plus de volume, genre avoir des pommes de terre à la place du riz, c'est possible, mais pas commencer à exploser les légumes, surtout si tu n'as pas l'habitude. Okay, donc la répercussion ne sera pas énorme sur la phase de masse, parce que l'appétit sera encore présent largement, je peux quasiment te l'assurer, surtout si c'est descendu assez loin en sèche. Donc voilà, c'est pas exploser ton ventre. Et lorsque tu es en phase de masse, toujours continue à avoir en fait au final ces mêmes repas dans la journée, genre 4, 5, 6 si tu le peux. Et en fait, progressivement, mettre des calories. Tu vois, progressivement, mettre des calories dans ces repas-là pour que progressivement, tu reprennes l'appétit, reviennes à un seuil d'appétit qui est normal, sans avoir ultra faim, et tu ajoutes progressivement sur ces repas-là, là où tu as le plus faim. Okay, tu commences par le matin, puis le midi, etc. Jusqu'à ce que tout soit bien complet et que tu te retrouves à quelque chose qui est bien. Glucides bien répartis, lipides bien répartis, protéines bien réparties pour que tu aies la meilleure assimilation, la meilleure digestion et que tu puisses progresser au mieux, bien sûr, dans ton quotidien, sur tes séances, sur tes jours de repos, etc. Question suivante, très intéressante également. Ton avis global sur la philosophie de l'entraînement UK, donc du coup Angleterre, que ce soit Yates, donc Dorian Yates, Jordan Peters, AJ, etc. Ça, c'est une très très bonne question. C'est une très bonne question parce que on voit de plus en plus justement de personnes qui copient un peu ce modèle mais qui ne l'ont pas forcément compris. Beaucoup de personnes vont copier ce modèle-là en se disant « Ok, je vais avoir 5 exercices dans ma séance, 2 sets. Ok, cool. » Non, archi faux. Archi faux. Ça, c'est le meilleur moyen de mal comprendre. C'est comme les personnes qui lisent une étude et qui vont garder que ce qui leur intéresse. Non, au final, c'est vraiment... alors, je fais peut-être un parallèle rapide, hein, mais beaucoup de personnes ont compris ça. C'est un peu comme toutes les méthodes. Il y a des méthodes qui sont bien, il y a des méthodes qui sont moins bonnes. Il y a des méthodes qui iront bien à certaines personnes, il y a des méthodes qui iront moins à d'autres personnes. Si tu as du temps à consacrer à tes entraînements, ça peut être intéressant parce que les entraînements seront quand même assez longs si tu t'entraînes avec cette méthode-là, parce que tu vas chercher à avoir un top set, un back-off sur les gros exercices. Tu vas du coup devoir te concentrer sur ton top set, te concentrer sur ton back-off, puis un autre exercice, tu vas devoir te concentrer sur ton top set, puis ton back-off, etc. Et ça va te demander à chaque fois d'avoir une rigueur qui est vraiment exceptionnelle. Okay, en gros, là, on a 2 sets, mais ce qu'on veut, c'est rentabiliser au maximum les 2 sets. Donc, les excentriques pas contrôlés, les demi-reps, les mouvements absolument bâclés, les mouvements où il n'y a aucune retenue, les mouvements qui ressemblent à rien, ça c'est absolument à proscrire. Parce que si c'est ta façon de t'entraîner, autant faire 3, 4, 7 et au moins tu rentabiliseras plus ou moins ta mauvaise façon de t'entraîner. Okay, donc là, ce qui va être important, c'est qu'il y a 2 sets, mais ce qu'on veut, c'est vraiment être précis sur ces 2 sets-là. Donc si toi, tu aimes t'entraîner dur, ça peut bien sûr te convenir parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette philosophie d'entraînement-là, elle est vraiment dédiée bodybuilding. Donc ce qu'on va chercher à avoir, c'est avoir les meilleurs exercices, les plus adaptés à ta récupération, les plus adaptés à ta façon de t'entraîner et également aussi les plus adaptés à ton physique. Parce que ce qu'on cherche, c'est principalement du bodybuilding. Donc ça veut dire vraiment chercher à progresser, chercher à avoir un physique qui est bon sur scène. Alors il y a potentiellement des gens qui s'entraînent de cette façon-là, plus d'un point de vue fitness. Mais si le but est plus fitness, ce sera peut-être pas forcément obligatoire cette manière-là de s'entraîner. Moi, c'est une manière qui me convient bien actuellement. Après avoir vu pas mal d'autres manières de s'entraîner, même avec des manières avec plus de séries par exercice. Pas forcément plus de volume, parce que comme j'avais déjà pu en parler dans le podcast précédent, si je dis pas de bêtises, c'est pas un low volume au final cette façon de s'entraîner. C'est plus, on va dire, un low volume en termes de série peut-être par séance, mais si tu comptes vraiment sur toute la semaine, généralement, surtout quand tu peux faire revenir 2 fois les push par exemple, tu vas te retrouver à avoir au final un volume qui est assez conséquent sur pas mal de muscles, mais du coup ils reviennent 2 fois. Ce qui est aussi recherché dans cette façon de s'entraîner là, c'est le fait vraiment de axer le travail sur
tous les groupes musculaires et aussi vraiment sur tous les parties aussi du corps. C'est-à-dire que sur le dos, au lieu de simplement avoir des tirages verticaux classiques, on va chercher à bien isoler correctement le grand dorsal, les parties du grand dorsal, les parties trapèzes, etc. avec des tirages intelligents et intéressants. Il y a aussi un peu plus de cette philosophie aussi d'avoir des mouvements un peu de terre, etc. qu'on a un peu moins dans certains autres programmes. Donc l'avis global, c'est que moi, il me convient bien. Il peut convenir à certaines personnes, peut-être moins à d'autres. À partir du moment où vraiment, tu vois, cet aspect bodybuilding, cette envie de monter peut-être sur scène, cette idée de réfléchir, parce qu'au-delà de l'avis de l'entraînement, il faut savoir que c'est vraiment la philosophie aussi et la façon de voir de ces coachs-là qui est intéressante. Je pense à AJ, Cuba, tous ces coachs-là qui baignent vraiment dans ce milieu-là, du coup, bodybuilding anglais. Parce qu'il y a vraiment une réelle écoute du corps, compréhension aussi du corps, compréhension de l'approche des pics-cuits, compréhension de l'approche des volumes, d'un repos, etc., comment le corps évolue. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et qu'on retrouve pas forcément, ou pas, c'est pas forcément, mais un peu moins avec certaines autres façons de s'entraîner, certains autres coachs, certaines autres méthodes aussi. Donc, je trouve ça intéressant. Je dirais pas à tout le monde de s'entraîner de cette façon-là, mais de s'en rapprocher si vraiment tu es bodybuilder et que tu souhaites progresser, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant parce que quand tu comprends vraiment, creuse vraiment et cherche vraiment à comprendre pourquoi, tu vois vraiment que c'est une manière de s'entraîner qui est très intelligente et très réfléchie pour vraiment chercher la progression maximale. Et voilà, les niveaux UK bodybuilding ou la façon dont ils s'entraînent, où les gens s'entraînent, ou coach, etc., ben on voit que ça amène réellement des très très bons physiques sur scène. Donc je pense que c'est pas non plus pour rien. Donc c'est à prendre en compte et à vraiment vraiment y réfléchir dessus. Question suivante, les accomplissements qui t'ont rendu fier dans ta pratique. Alors vraiment, si on parle de la pratique, accomplissement, je pense que c'est quand même le fait de monter sur scène grâce à la pratique, d'avoir un physique du moins qui a été compétitif, qui était bon sur le plan national, international. C'est l'accomplissement en tout cas qui me vient vraiment à l'esprit et en tête. C'est vraiment cet accomplissement d'avoir réussi à monter sur scène. C'est le seul là qui me vient comme ça en tête parce que si on parle de juste la pratique, pas forcément du fait que maintenant c'est mon métier, que j'aime toujours autant, voire même plus qu'avant ça. Et je pense que c'est quelque chose qui me rend fier. C'est aussi le fait de continuer à aimer la pratique, de continuer à découvrir chaque année, chaque moment des choses différentes, que ce soit via les personnes avec qui je travaille, que ce soit via moi, que ce soit via les sensations d'entraînement, que ce soit via la façon de s'entraîner, via le muscle qui est fait, donc aussi via les sensations qui peuvent arriver à l'entraînement et vraiment à la façon de s'entraîner. Je pense que c'est aussi un très gros accomplissement dans la pratique et ça me rend fier. Ça me rend fier de savoir que il est toujours autant possible d'évoluer, qu'il est toujours autant possible d'en savoir plus, qu'il est tout le temps possible de transmettre plus grâce à cette pratique, etc. Je pense que c'est quelque chose de très important et qui rend fier, bien sûr, dans cette pratique-là. Pour la question suivante, qui est très intéressante également, quels sont tes objectifs en tant qu'athlète, court, moyen ou long terme? Donc pour ceux qui ne le savent pas, effectivement, au-delà d'être coach et créateur de contenu, donc coach online, préparateur en bodybuilding, en compétition ou même coach en général, bien sûr, en tant que dans le bodybuilding principalement, coach online, mais également, comme j'ai pu dire, donc créateur de contenu, pour aider, même sur le podcast principalement ici, YouTube, etc., pour aider à développer au maximum cette pratique-là et donner un maximum de connaissances à la plupart des personnes. Je suis avant tout, et pas forcément avant tout, mais je suis aussi du coup athlète bodybuilding. Donc j'ai concouru en catégorie bodybuilding, je continuerai à concourir en catégorie bodybuilding. Et je pense que ça fait partie bien sûr des prochains objectifs. L'objectif actuellement court terme, on va dire qu'on va prendre 6 mois à peu près, je vois ça plutôt bien. Le court terme, déjà, c'est finir la mini-cut actuellement. Donc, il me reste à peu près un peu plus de un mois et demi après, 6 semaines plus ou moins, 7 semaines, allez, pour arriver à 11-12 semaines. Donc, déjà, finir la mini-cut sur le court terme. Ensuite, continuer la phase de masse également. Donc, deuxième phase de masse qui va se durer après 8 mois, je pense, quelque chose comme ça, 6,5, 8 mois de nouveau. Ça, c'est le court terme. Moyen terme, finir la phase de masse, ça sera déjà très intéressant. Potentiellement partir sur une deuxième mini-cut, voire une pré-prep. Et sur le long terme, c'est de pouvoir reconcourir. Donc entre 2026 et 2027, je pense. Je vois plutôt ça comme ça. Plus ou moins, je n'ai pas de date précise, mais je vois ça comme ça. Pour pouvoir vraiment aller chercher des gros objectifs.
dans des grosses fédérations. Bien sûr, il y a toujours l'objectif de la carte pro. C'était l'objectif dans le Game Time 1, la série que j'avais sortie sur YouTube. Et ce sera sans aucun doute également l'objectif à venir. Donc l'objectif long terme, ce serait ça, ouais. Ce serait aller chercher une carte pro sur des gros circuits internationaux, bien sûr, pouvoir concourir d'un point de vue national et d'un point de vue international, pouvoir faire soit des fédés que j'ai pas forcément faites, soit refaire des fédés que j'ai déjà faites, mais aller le plus loin possible cette fois-ci, aller à l'overall, gagner la carte pro, etc. Ce serait un bel accomplissement après une première saison où à chaque fois c'était tout proche de la carte pro, que ce soit avec ICN à une place près, que ce soit INBA, donc c'était bon, à une place près de pouvoir aller sur l'overall, et ensuite à l'overall, de toute façon, la carte pro aurait été extrêmement compliquée parce que celui qui l'a remporté était absolument phénoménal et on va pas se mentir là-dessus. Donc ce serait vraiment arriver déjà, ouais. Arriver avec un meilleur physique, ça fait déjà partie de l'objectif aussi. Arriver vraiment avec un meilleur physique qui bat complètement l'ancien physique et qui amène vraiment sans aucun, sans aucune hésitation la carte pro et la victoire en tout cas sur les compétitions. Je ne sais pas si la carte pro est tellement obligatoire pour moi, mais en tout cas ça fait partie quand même de mes goals. Ça fait partie bien sûr de mes goals parce que ça me permettrait de me dire que je suis allé le plus loin possible. Je préfère la gagner en ayant vraiment aller assez loin, pouvant voyager aussi. Ça sera vraiment très intéressant à long terme de pouvoir voyager grâce aux compétitions donc en tant qu'athlète, hein, même si je peux déjà voyager en tant que coach. Là c'est vraiment en tant qu'athlète pouvoir voyager, faire des fédérations internationales, faire des compétitions internationales et voir aussi le niveau encore plus loin. Même si j'ai déjà fait Espagne à l'international et j'ai déjà fait également Allemagne à l'international et Italie. Là, c'est vraiment, pourquoi pas monde. Monde, par exemple, ce serait vraiment bien. Un vrai gros show monde avec la carte pro à la clé. Ce serait vraiment incroyable. Pour la question suivante, faut-il avoir un pré-workout un peu plus lipidique s'il est consommé 2 heures avant le training? Donc si tu le consommes 2 heures avant le training, partant du principe que tu vas du coup t'entraîner quasiment 2 heures et demie après avoir mangé, en comptant peut-être l'arrivée à la salle, l'échauffement, etc. et la première série, je pense que là, oui, ça peut être très intéressant d'avoir un peu plus de lipides pour retarder un peu la digestion. En règle générale, je préfère quand même se rapprocher des 1 heure et demie avant la séance, ça te laisse un peu plus de marge, ça dépend aussi des calories que tu as. Si vraiment ton pré-workout, lipide ou pas, tu vois, il fait genre 400-500 calories parce que tu n'as pas beaucoup de calories, lipide ou pas, honnêtement, 2 heures avant, c'est pas vraiment, c'est pas vrai, c'est beaucoup trop tard. Tu as meilleur temps d'être beaucoup plus proche. Si maintenant, par exemple, ton pré-workout, c'est 2 heures avant, mais que c'est, je sais pas, selon comment est gérée ta journée, mais c'est plus de 1000 ou vraiment un truc un peu plus important, là, ouais, ça peut être intéressant de mettre un peu plus de lipides pour tenir un peu plus. Et en tous les cas, si jamais tu consommes 2 heures avant, ça pourrait être aussi très intéressant d'avoir un intra-workout. Donc, par exemple, de la malto, si vraiment, ou du Vitargo ou de la cluster dextrine, pour justement aussi pouvoir continuer à amener des sources de carbs et en avoir aussi si jamais tu as vraiment bien digéré ton pré-workout pour continuer à avoir une bonne énergie pendant la séance et ne pas avoir un pic, tu vois, qui redescend parce que justement tu as totalement digéré et que tu n'as plus rien dans le sang et dans le corps en général. Donc là, ça pourrait être intéressant d'avoir aussi un intra-workout en plus du pré-workout pour ta séance. Ensuite, pendant une prépa de body, que penses-tu des boissons sauce zéro pour accompagner les plats? Alors j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, je crois, ou je sais pas si c'est dans un podcast, mais en tout cas dans une autre vidéo, quand moi-même j'étais en prépa, ou même c'est des questions que je traite même avec les personnes qui sont en prépa avec qui je collabore. Je pense que ça peut être une très bonne chose à partir du moment où tu n'exagères pas et tu le digères bien. Parce que c'est comme tout. C'est jamais l'aliment en soi qui fait vraiment le problème, c'est toujours la dose qui fait le poison, tu vois. C'est vraiment doser trop quelque chose qui peut te causer des problèmes de digestion, etc., etc. Donc, si ça t'aide à tenir ta diète, ne pas craquer, limiter on va dire la faim ou du moins avoir un repas qui te donne aussi une autre saveur que juste un truc très sec, je pense que c'est une très bonne chose. Si tu digères bien, si tout est ok, tu peux avoir des boissons quasiment jusqu'au jour du show, voire même le jour du show si jamais c'est pas trop un souci. Moi ça m'a jamais causé trop de problèmes. Le truc c'est juste que toute ton hydratation ne doit pas venir de ça. Tu vois, si par exemple tu vas boire on va dire par jour 6 litres, je pense que c'est bien, 6 litres, 6 litres 5, entre 500 et 700 peut venir d'une boisson zéro. Au-delà, je ne suis pas forcément trop fan de ça. Ça peut être intéressant de s'arrêter après ça, 1 litre max, tu vois. Mais si vraiment, prends une bonne échelle quand même
de tolérance entre vraiment ce qui est de l'eau et ce qui est vraiment une boisson zéro. Donc c'est même rajouter quelque chose de zéro par exemple dans une eau, c'est bien, mais c'est pas forcément le truc où je suis fan, tu vois. Rien ne vaut vraiment de boire de l'eau et ensuite à ça par exemple rajouter un Monster parce que je sais que ça aide beaucoup pendant les prépas et peut-être un Coca zéro sans caféine par exemple, tu vois, le soir, ça peut être intéressant. Ça te fait justement un truc comme 750, 800 à peu près. Ça c'est bien. C'est aussi plus ou moins ce que je faisais et je trouve que ouais, ça permet de tenir la prépa. La sauce, effectivement, bien sûr, c'est quelque chose qui va te donner l'impression de manger autre chose, surtout si tu peux varier les sauces, barbecue zéro, curry zéro, bref, tu vois, ce genre de sauce. Là, ouais, moi je suis totalement fan de ça, on va dire, d'accord avec ça. Et c'est toujours très bien de trouver des petits hacks qui peuvent te faire tenir la diète. Au final, c'est beaucoup plus intéressant. C'est toujours mieux d'avoir ça plutôt que de se prendre la tête, par exemple, surtout dans une prépa de body, de changer tout le temps ses repas pour être sûr de manger des choses différentes et varier les goûts, etc., pour pas se lasser. Je pense que quand tu es dans une préparation enfin, une préparation de bodybuilding, vraiment, tu prépares une compétition, plus tu vas droit à l'essentiel, monsieur. Moins tu te prends la tête sur des choses, mieux c'est. Donc si tu dois déjà te prendre la tête sur gérer la fatigue, gérer le quotidien, gérer la faim, si tu dois encore te prendre la tête sur je fais mes calories, je dois modifier aujourd'hui mes pommes de terre parce que c'est pas du riz, etc. sur MyFitnessPal, tu vas perdre un temps monstre, tu vas perdre beaucoup de temps et d'envie du coup à continuer ce processus-là, plus la fatigue. Donc passe sur quelque chose de simple, garde quelque chose de simple et mets justement des sauces zéro qui vont t'aider à apprécier mieux tes plats, tenir beaucoup plus ta diète, etc., etc., pour vraiment progresser et au final arriver sur ta préparation de body sans avoir eu de soucis, sans avoir eu d'écart, bien sûr, surtout, et en kiffant le processus, parce que c'est ce qui reste, bien sûr, selon moi, le plus important dans une compétition de body, c'est apprécier le processus et apprécier le fait que tu y arrives au final, que tu deviens de plus en plus sec, que tu gagnes sur la fatigue, que tu gagnes sur les envies extérieures, etc., pour arriver justement au jour de la compétition, qui est vraiment le meilleur jour après que tu aies réussi à vraiment tenir tout ça. On arrive sur la dernière question du podcast. C'est un podcast qui aura été, comme d'hab, pas forcément trop long, mais je pense que ça a bien plu le dernier à peu près dans ces eaux-là, donc je pense que c'est bien. Ça permet tu vois, pendant ta marche, t'écoutes le podcast, j'ai eu pas mal de commentaires comme ça et de partages comme ça, de trop bien pendant mon trajet en voiture, pour rentrer du taf, ou alors pendant mes steps, je t'écoute, etc. C'est trop bien, une petite demi-heure et tout, c'est vraiment cool. Donc tant mieux pour ça. Je pense que c'est bien plutôt que, comme j'avais déjà pu dire, rentrer dans des détails qui sont peut-être trop et répéter la même chose tout le temps. C'est pas forcément super cool et on arrive sur la fin où en fait t'as plus envie d'écouter et t'arrives sur ta question, elle n'est toujours pas arrivée. Donc je pense que c'est mieux d'aller droit à l'essentiel mais correctement pour tout le monde, que ce soit pour moi qui parle ou pour toi qui m'écoute. Donc la dernière question c'était, alors salut, donc déjà salut et merci pour ta question bien sûr. Faut-il s'entraîner toujours aux mêmes heures dans la journée ou cela n'a pas d'importance? Alors cette question, elle est intéressante et en soi, elle m'a fait assez rigoler parce que je me suis tout de suite dit, mec, tu vois, tu t'entraînes d'habitude à 8 heures. Là, aujourd'hui, ton entraînement, il va tomber à midi. C'est mort. Va pas t'entraîner, tu vois. C'est mort, mort de chez mort. Ça va pas t'entraîner. T'es pas dans ton heure. C'est foutu. Tu vas cataboliser ou je sais pas quoi. Et au final, c'était vraiment juste pour rigoler parce que, en vrai, le but, c'est de s'entraîner. Si tu peux gérer tout le temps ton temps comme tu le veux et aller tout le temps t'entraîner sur une heure, par exemple, tu vois, à 12h30, 15h, etc., tant mieux. Si tu peux pas, parce que tu es l'équipe, parce que tu as une vie de famille qui, je sais pas, les gosses, etc., ou parce que c'est comme ça, c'est ton job qui fait que, des fois c'est le matin, des fois c'est l'après-midi. Selon toi, et c'est une question toute bête, tu vois, mais que je pose à tout le monde, ou même, voilà, si d'autres gens, pardon, se posent la question, selon toi, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Toujours aller s'entraîner à la même heure, mais potentiellement qu'une fois par semaine, et des fois des semaines pas, ou alors s'entraîner quand tu peux aller t'entraîner, mais être certain de s'entraîner 4 à 5 fois par semaine. Je sais pas, je pense que la question, tu vois, elle est rapidement répondue, et bien évidemment, le plus important, c'est d'aller t'entraîner quand tu peux t'entraîner. Tant que ton corps est habitué, que tu as optimisé aussi tout ça, et que tu vas pas t'entraîner à l'arrache, parce que sûr que si tu vas t'entraîner à l'arrache, et que tu n'as pas prévu ta journée, et que tu vas te dire oh, bah, aujourd'hui, vas-y, je vais m'entraîner à 16h, et que tu n'as pas forcément de pré-workout adapté, tu n'as pas de post-workout adapté, tu n'as pas d'intra-workout adapté, tu n'as pas forcément ton système nerveux qui est prêt, et tu t'es juste simplement pas dit je vais aller m'entraîner, je me mets en condition, etc. Là, oui, c'est sûr que aller à n'importe quelle heure, ça va complètement fausser ta progression. Par contre, si tu sais que, ok, cette semaine, c'est 8h, la semaine prochaine, c'est 16h,
Aujourd'hui, c'est 17h. Je le sais déjà depuis 2 jours à l'avance. Mon prêt, il est placé en circonstance. J'ai un peu moins de calories le matin. J'en ai un peu plus approche de ma séance. J'en ai un peu plus après, etc. Alors, dans ce cas-là, c'est good. Dans ce cas-là, c'est good. Le plus important, c'est vraiment que ça te corresponde en termes de toi, de ce que tu as l'habitude de faire dans tes journées, de ce que tu es capable de faire dans tes journées, du temps que tu as accordé à tes séances et à quoi ressemblent, comme j'ai pu dire, tes journées. Ça, c'est le plus important. Un entraînement et une semaine d'entraînement, elle ne doit pas ressembler à celle de Monsieur Tout-le-Monde ou celle de n'importe qui. Elle doit te ressembler à toi. C'est ta semaine. C'est toi qui dois savoir quand tu vas t'entraîner, à quelle heure tu vas t'entraîner, combien de temps tu peux t'entraîner, comment gérer ta diète pour ça, comment gérer ton sommeil. Ça, il n'y a personne qui pourra le faire mieux que toi. Si ce n'est bien sûr voilà, un coach, mais dans ce cas-là, lui, il n'aura pas forcément les informations. C'est le programme, il est comme ça. Tu as ce pré-workout là. Si potentiellement, un jour c'est 8 heures, ce pré-workout là sera à 6h30 par exemple. Tu vois, et si une fois tu t'entraînes à 16h, ce pré-workout là sera à 14h30 ou 15h. Tu vois. Dans ce cas-là, oui, là c'est là la seule grosse différence. Mais par contre, si tu peux t'entraîner toujours aux mêmes heures, c'est mieux parce que c'est beaucoup plus simple. Parce que potentiellement, tu vois les mêmes personnes à la salle ou voir, tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde, tu sais plus ou moins que c'est libre, tu sais les trajets qu'il y a sur la route, donc ça te fait aussi potentiellement moins de stress. Tu as plus simplement ta journée qui peut être gérée, tu peux gérer plus ou moins ton sommeil, etc. Mais si tu n'as pas la possibilité, alors dans ce cas-là, va t'entraîner quand tu peux t'entraîner. C'est comme ça, c'est exactement comme ça. C'est pas pour autant que tu progresseras pas. Il y a des personnes qui ont des très très bons niveaux, qui bossent d'équipe, qui des fois s'entraînent le matin, des fois s'entraînent le soir, ou alors s'entraînent même l'après-midi parce que je sais pas, ils font les 3-8 ou j'en sais rien, mais ils progressent très bien. Tu vois, faut pas se prendre la tête à se dire c'est mort, je vais pas m'entraîner. Non, c'est comme ça. Cette semaine, elle est comme ça, la semaine d'après, elle est comme ça. L'important, c'est que tu puisses t'entraîner au moment où tu peux t'entraîner avec tout ce qu'il te faut dans le ventre pour progresser, tout ce qu'il te faut dans le ventre après pour récupérer, tout le sommeil qu'il te faut derrière, toute la diète qui va avec et la récupération. Et c'est OK. Et ça marche comme ça et ne te pose pas de questions. Donne-toi à fond avec tout ce que tu peux te donner et ça ira très bien comme ça. Okay. Voilà pour ce podcast. Du coup, merci à tous ceux qui ont écouté. J'allais de nouveau une fois dire pardon les gars, mais au final, c'est vraiment tout le monde. C'est pas forcément que les gars, c'est un peu un truc que j'ai l'habitude de dire, mais voilà, tout le monde. Merci à tous ceux qui ont écouté le podcast. J'espère qu'il a été le plus agréable possible à écouter, le plus efficace possible pour apporter des connaissances et pour répondre aussi aux questions. Si jamais tu as la moindre question, bien sûr, tu sais que tout se passe sur Instagram, donc @flowptr, donc flowptr. Suis-moi sur Instagram si jamais tu ne me suis pas. C'est là que je mets chaque semaine, à peu près 2-3 jours après le podcast, je t'en laisser écouter, de répondre aux questions, la FAQ, pour qu'ensuite je puisse traiter les questions, garder les questions, les avoir devant moi comme j'ai là actuellement pour pouvoir y répondre simplement. C'est aussi possible de poster des questions sous les vidéos YouTube, mais c'est toujours plus simple sur Instagram, mais au cas où, tu sais que c'est possible sur les vidéos YouTube. Mais n'hésite pas à mettre si jamais 5 étoiles sur Spotify si tu m'écoutes sur Spotify actuellement. Comme j'ai pu dire en début, ça aide le podcast et ça aide la chaîne de podcast en général. Si jamais tu es sur Instagram, le petit pouce bleu, l'abonnement si tu n'es pas abonné bien sûr. N'hésite pas à laisser un commentaire, ça aide bien sûr au référencement. Dis-moi ce que tu en as pensé aussi. Et puis voilà, je te laisse là-dessus. Merci encore pour ton écoute et à la prochaine dans le podcast Au-delà des entraînements. Ciao.